Bon, on va marquer une pause dans quelques instants, mais on va parler des réseaux sociaux, parce qu'Emmanuel Macron a pris la parole hier. Il a parlé d'un travail de résistance, il a dit on fait n'importe quoi, il a ciblé l'extrême droite, mais c'est vrai que c'est le meilleur et le pire, c'est un peu le mariage, les réseaux sociaux. On se marie avec les réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Parfois, il y a des choses intéressantes, parfois c'est une poubelle, mais il y a des choses intéressantes, et notamment des infos qui sont sorties sur les réseaux sociaux qui ne sont pas sorties ailleurs. Ça, et je pense par exemple à ce qui s'était passé après la finale de la Ligue des Champions. Et Fabrice Epelboin est avec nous, j'espère que je le dis bien. Bonjour monsieur, vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux, vous avez conçu par exemple votre premier blog, je crois il y a plus de 20 ans. Oui, ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, ça remonte à aussi loin. J'ai même conçu une plateforme de réseau social à peu près à la même époque. C'est beaucoup trop tôt. M'intéresse, et ce qui m'intéresse, c'est d'expertiser les réseaux sociaux. Quand hier Emmanuel Macron dit il y a de l'extrême droite. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus d'extrême droite que d'extrême gauche, que d'antivax, que de complotistes, etc. Il y a tout. Voilà, c'est une sorte de poubelle de temps en temps qui peut rassembler toutes les voix les plus stupides qu'on peut rencontrer. Aussi, Alors, effectivement, ces gens, dans le temps, on ne les entendait pas et maintenant, ils ont un haut-parleur ou ils ont Internet. On va en parler dans une seconde, mais je trouve que c'est tellement mystérieux. Par exemple, je ne sais même pas le nombre d'abonnés sur Twitter. Vous le connaissez, vous ? D'utilisateurs sur Twitter D'abonnés, simplement en France. On est entre 12 et 14 millions de mémoire. C'est pas phénoménal Twitter, c'est très c'est déjà beaucoup, 12 et 14 millions d'utilisateurs actifs. Beaucoup sont partis de Twitter. Pas tant que ça. Ah oui? Il y a eu un petit démarre. Sandrine Rousseau et Glucksmann, quoi. 12 et 14 millions. Je voudrais savoir pourquoi il y a une chose qui me paraîtrait très simple, c'est de lever l'anonymat. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça serait formidable parce que... les Chinois l'ont fait. Ah bon, on pourrait s'orienter sur quelque Chinois, chose. Twitter et non anonyme. Ils ont leur équivalent, mais ils sont dans un système dans lequel effectivement tout est tracé, tout est enregistré, tout est modéré. Et ça se passe très bien pour nos amis chinois. Après, c'est pas le même régime politique. Non, mais exemple sur le régime soviétique. Moi, je ne verrais pas. Pardonnez-moi, je ne verrais pas comme une liberté d'expression, une liberté fondamentale attaquée, si ceux qui s'expriment sur Twitter donnaient leur prénom et leur nom. Ça me paraît même plutôt logique. J'y verrais quelque chose. On va probablement voir quelques étapes avant d'en arriver là. L'étape qui aujourd'hui semble s'imposer et qui aura des conséquences néfastes sur la démocratie, c'est de donner la possibilité à la justice d'accéder à un nom-prénom de façon simple. Aujourd'hui, c'est une procédure assez complexe qui passe par des réquisitions aussi bien auprès des plateformes que des fournisseurs d'accès. Techniquement, c'est lourd. Financièrement, c'est lourd. Et ça n'a pas vraiment lieu d'être. Là, exiger le nom-prénom d'un pseudonyme sur Twitter, concrètement, vous allez aussi exiger le nom-prénom de Jérôme Canard dans le Canard enchaîné ? C'est une bonne réponse, c'est-à-dire que... écoutez, j'entends ce que vous dites, c'est pour ça qu'on va discuter ensemble. Mais c'est pas la même chose, le Canard enchaîné, c'est pas pareil qu'un réseau social. Vous avez des lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux qui, peut-être, si l'anonymat était levé, j'entends ne cet prendraient pas la parole. Mais j'entends d'employés, de salariés d'une multitude, aussi bien de la fonction publique que d'entreprises privées, qui ne s'exprimeraient jamais sur les réseaux sociaux si c'était sous leur nom et leur prénom. Mais j'entends ce que vous dites, mais en 40, il y a des lettres anonymes. Donc ce système de lettres anonymes, de dire il n'y a pas d'anonymat. Là-dessus, il faut lever un mythe. Ça n'existe pas l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bah si. Non, vraiment. C'est le pseudonymat qui existe. Et ça n'a rien à voir. Le pseudonymat peut être levé par la justice. On peut jouer sur. C'est pas qui est derrière. Vous ne savez pas qui est derrière. Mais si un juge veut le savoir, on enfin, on va pas se raconter de salade. Si chacun s'exprimait avec son prénom et sur son nom, certains ne diraient pas la même chose qu'ils disent. C'est bien ce que je veux dire. Typiquement, vous n'auriez aucune information sur la situation de l'éducation nationale, qui pourtant est dramatique. Notamment les gens aucun fonctionnaire de l'éducation nationale n'oserait s'exprimer. Aucun. Bon, il est 16h44 et nous revenons, ça va être passionnant. Et puis vous pouvez, pourquoi pas, nous appeler au 01 80 20 39 21. À tout de suite. Appel non surtaxé. Vous écoutez Pascal Praud et vous entre 16h et 18h sur Europe 1 et tous les matins à 8h moins le quart et 9h moins le quart. Dans Europe 1 matin, Olivier de Lagarde analyse et commente ce qui nous informe, nous fait réfléchir ou nous indigne à la ligne de la presse.
Et puis, la revue de presse d'Olivier Delagarde, tous les matins. Guénec et Olivier Guénec. Et nous avons un spécialiste des réseaux sociaux, Fabrice Epelboin. On va écouter ce qu'a dit le président Macron. Il dit on a fait n'importe quoi. Il y a de l'extrême droite. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais avant cela, ce qui m'intéresse, puisque vous êtes un expert, si Emmanuel Macron vous appelle il y a 3 ans, 4 ans, lorsque la rumeur Brigitte Macron sort précisément sur les réseaux sociaux. Rumeur immonde. Rumeur abjecte, rumeur folle, et Brigitte Macron serait un homme. Qu'est-ce que vous lui proposez et comment jugez-vous sa réponse sur les réseaux sociaux, quoi, en tout cas, comment il a géré cela depuis 3 ans? C'est facile de faire ça rétroactivement. C'est de donner des éléments de preuve, quels qu'elles soient. Le test ADN, c'est un peu indécent, mais des photos, peu importe, de quoi faire taire l'essentiel des gens qui commençaient à y croire. Après, qui est une micro-minorité, on a eu exactement le même genre d'affaire avec Michelle Obama. C'était tout aussi ridicule pour Michelle Obama. Et si on remonte dans le passé, bien avant Internet, avec des revues du type Nouveau Détective, on avait des histoires tout aussi folkloriques du temps de Pompidou. Donc, il lui fallu intervenir, selon vous, tout de suite, donner à cette rumeur une forme de publicité, parce que vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Streisand. Oui, tout à fait. Alors pourquoi vous connaissez tous l'histoire de Barbara Streisand? C'est le fait de taire une affaire et au final ça la fait monter. Vous savez comment c'est pourquoi? Alors Barbara Streisand, en 2003, il y avait une photo qui avait été prise de sa maison, une photo par voie aérienne. Bon, il y avait simplement 2 photos qui avaient été vues, je crois, sur un site des côtes de Los Angeles. Sa maison était à Malibu. Personne n'avait téléchargé ces photos. Mais elle a intenté un procès en justice pour faire disparaître ces 2 photos. Et à partir du moment où elle a intenté un portrait, elle a allumé un feu. Ça avait été téléchargé avant 6 fois, paraît-il, 6 fois simplement. Et quand effectivement on a su que c'était sa maison, ça a été téléchargé des milliers de fois. Et c'est pour ça qu'on parle de l'effet Streisand en hommage, si j'ose dire, à Barbara Streisand, que vous connaissez, qui est actrice et qui est également chanteuse américaine. Donc là, c'est un cas comparable. Non, pas du tout. Ah bon? Non. Barbara Streisand a essayé d'interdire la publication d'une photo. Là, l'idée, c'était de contrer une rumeur. Donc, au contraire, de publier des éléments de preuve de façon à ce que... vous publiez quoi comme élément de preuve? Je sais rien. Et vous démontez la polémique directement. Parce que là, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que c'est never explain, never complain? Alors, il y avait cette petite attitude royaliste de never complain, never explain. Et puis, il y avait le fait de ne pas prendre au sérieux la potentielle nuisance qu'a le couple Macron effectivement, évidemment, ils ont eu tort. Et pour ça, M. Macron, pendant sa première campagne présidentielle, intervient pour interrompre la rumeur qu'il aurait eu une liaison homosexuelle avec Mathieu Gallet. Tout à fait. Et ça s'est arrêté. Bon, donc, vous nous conseillez, alors on est tous plus ou moins des personnalités publiques, évidemment pas comme Emmanuel Macron, mais si par exemple, Georges, il y a une mauvaise rumeur qui circule, non mais par exemple, Georges, on dirait, il en est à sa 12e cure de désintoxication, parce qu'il boit beaucoup, il boit du whisky, bon, ce qui n'est pas le cas du tout. Là, vous nous conseillez de tout de suite dire, c'est une teinture, par exemple, ce serait une fake news. Oui, non mais sérieusement, vous nous conseillez de tout de suite faire un rectificatif et de dire non. Moi, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est la meilleure attitude à tenir pour des personnalités publiques qui sont atteintes de rumeurs complètement idiotes. Vous vous souvenez d'Isabelle Adjani? Mais bien sûr. De l'époque où elle était venue sur le plateau du 20h de TF1 pour expliquer qu'elle n'avait pas le sida. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore d'actualité et pourtant la rumeur enflait. Il a fallu qu'elle aille faire un 20h. Le 20h à l'époque, c'est... Bien sûr. Mais là, cet été, il y a eu une série absolument formidable de Samuel Blumenfeld que vous avez peut-être lu dans Le Monde. Et il y avait beaucoup de papiers sur Adjani parce que Samuel Blumenfeld fait chaque année des séries, une fois Belmondo, une fois Delon. Ce qu'elle raconte dans cette série, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle est, par exemple, chez le dentiste et à la radio, on entend, pendant que le dentiste l'opère, qu'elle va à l'hôpital. On annonce sa mort. Daniel Thompson, qui était sa grande amie, et un soir a dîné avec un médecin réputé qui s'occupe des gens porteurs du virus de sida, et il dit à Daniel Thompson... Elle a le sida.
Je la soigne. Bien ça sûr. va au-delà. Bien. Je la soigne. Et Daniel Thompson, c'est elle qui racontait ça dans cette série absolument formidable de Samuel Blumenfeld. Vous pouvez le lire sur Le Monde. La rumeur était devenue dingue. Incontrôlée. Puisque tout le monde pensait qu'elle avait le sida. Et elle raconte cette chose extraordinaire. Elle va, avant d'aller chez Bruno Mazur, elle va chez Claude Sérillon. Un soir, on est en novembre 86. Elle va pour démentir la rumeur et pendant le journal, on apprend la mort de Thierry Leluron, qui est mort dans les conditions que vous savez. Donc il y a quelque chose qui se ligue contre elle. Donc je referme la parenthèse et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et il a fallu qu'elle aille démontrer. Bon, on écoute le président Macron hier sur ce qu'il a dit et là, pareil, vous allez, si j'ose dire, analyser, me dire s'il a raison. D'abord, il parle des contenus d'extrême droite. Écoutons le président. On a fait n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Et donc, on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait. Alors, ce qu'on ne saura jamais, c'est s'il part en guerre contre les réseaux sociaux, parce que lui-même a été victime d'une campagne de réseaux sociaux particulièrement immonde, abjecte, on l'a dit, qui concerne Brigitte Macron. Plus important que ça à défendre en voulant faire taire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Après qu'on trouve des contenus d'extrême droite assez rapidement. Pardonnez-moi, ce que vous dites est étrange. Il a des intérêts. Moi, je peux vous expliquer. Il y a différents camps politiques qui s'affrontent. Certains qui ont intérêt à la censure, d'autres qui ont moins intérêt à la censure. Clairement, son camp n'a pas du tout intérêt à une levée de la censure. Au contraire, il a plutôt intérêt à un renforcement de la censure. Pourquoi ? Il veut encadrer la parole publique. Oui, il veut encadrer, mais il y a, je voulais encadrer la parole publique. Ça va bien au-delà de. Rappelons que le cadre, normalement, c'est l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait que les autorités n'ont pas le droit d'atteindre à la liberté d'expression, sauf dans des cas prévus par la loi. En l'occurrence, aujourd'hui, on arrose beaucoup plus large que ça, infiniment plus large que ça. Donc, on a très clairement piétiné l'article 11. On a failli aller piétiner au Parlement européen la semaine dernière l'article 8 sur la vie privée, avec Chat Control, qui était ce projet de réglementation européen qui veut imposer des mouchards dans tous nos systèmes de messagerie, WhatsApp, Signal, Telegram, tous ces trucs-là, qui reviendra d'ici quelques mois. Donc en ce moment, on est en train de piétiner les droits de l'homme. C'est l'identité numérique dont parle Philippe de Villiers, donc je vois que vous êtes plutôt proche de son analyse. Mon Dieu. Non, je n'ai pas lu la liste de Villiers. Il dit voilà que Ursula von der Leyen est allée en Chine et qu'elle a vu comment ça se passait et qu'on veut ramener ces procédés-là. Mais sur ce qu'il dit, moi, votre expertise m'intéresse. Est-ce qu'il y a plus d'extrême droite sur les réseaux sociaux que d'extrême gauche, que d'antivax, que de complotistes ou pas? Ça m'intéresse. Oui, si vous allez dépouiller les votes un soir d'élection, vous allez aussi en trouver beaucoup d'extrême droite. Donc forcément, mais est-ce qu'il y en a plus que dans les urnes? Non, sur les réseaux, de leur visibilité. Gauche ou droite. Mais oui, bien sûr, évidemment, il y en a plus, aussi bien dans les urnes que sur les réseaux sociaux. Droite, d'extrême droite. Mais oui. Non, regardez le score de LFI par rapport au score du Rassemblement national. Vous allez retrouver effectivement cet équilibre sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup plus à l'extrême droite. Ça reflète une société. Si tant est que l'extrême droite soit, que le Rassemblement national soit d'extrême droite. L'extrême gauche est très présente sur les réseaux sociaux. Donc, gardons sa nomenclature. Oui, alors effectivement, vous avez raison moi j'aurais pu le dire ce matin comme cela. C'est un bon argument que vous donnez. Il est plutôt logique qu'il y ait plus de voix du Rassemblement national sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a tout simplement plus dans le débat public. C'est un excellent argument. Après, il y a tout un tas d'autres facteurs algorithmiques qui font que l'extrême droite a un avantage stratégique sur les réseaux sociaux, notamment le fait qu'il y a une espèce de prime à l'indignation. Et donc, forcément, ça donne un avantage en termes de visibilité à l'extrême droite et à l'extrême gauche. L'extrême gauche. Alors les antivax aussi, par exemple. Mais aussi les antivax, les complotistes aussi. Bien sûr. Bon, et les flacistes, pourquoi pas. Souvenez-vous aussi pendant le Covid, au moment du vaccin mais tout un tas de choses. Là, par exemple, ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour parler des effets secondaires
secondaires du vaccin, ils ont effectivement un porte-voix qu'ils n'auraient pas eu avant. De la même façon que ceux qui prennent la parole pour dénoncer les violences faites aux femmes n'auraient jamais eu une telle visibilité sur les réseaux sociaux. Moi, je vous connaissais pas, mais vous êtes passionnant, dites donc, monsieur Eppelboin. Il faut me réinviter. Oui, vous l'avez reçu l'année dernière, Pascal Pro. Évidemment, merci. C'était en visio et. Mais en visio. Vous avez reçu en visio l'année dernière? Absolument. Ça lui arrive sur le plateau de CNews. Oui, sur le plateau de l'heure des pros. Mais c'est possible. Mais écoutez, justement parler des réseaux sociaux, de la liberté d'expression. Mais j'entends sur le service public, et lorsqu'il annonçait ce qu'il voulait annoncer, il y avait une perle comme ça de sueur qui était sur le front de tous les présentateurs de France Info. C'était et de Thierry Breton. C'était très drôle. 16h57. Et je connais votre numéro de carte bleue. Pourquoi vous dites ça? Non, c'est une blague, c'est pour me dire j'ai de la mémoire. Il est 16h50. Vous êtes très complice. On sent une grande proximité. Il me fait peur. 16h50. Restez avec nous. C'est lui qui a donné la carte d'Olivier Guénec. C'est vous. Je vous montrerai. Il n'y a rien dedans. Bon, à tout de suite. Vous écoutez Pascal